Vous êtes à la source de l'actualité. Bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. À la conférence internationale sur le financement, la Guinée décroche une place importante. La vice-présidence de cette plateforme mondiale, séance tenante, la plénière est présidée par le chef du gouvernement, Amadou Ouriba, à suivre tout de suite. Avec le pilotage du ministère du Plan, c'est parti pour le RGPH 4. Conakry emboîte le pas aux régions administratives. Ainsi, l'opération devient nationale, un recensement qui cible directement la population et l'habitat. Culture, Festival Dundumba 2025, fini le folklore, place aux actes qui défient le temps. Il s'agit de la construction d'un centre culturel dédié à l'apprentissage de cette danse traditionnelle. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Conférence internationale sur le financement, c'est à Séville en Espagne, vous le savez certainement. Cette bonne nouvelle, la Guinée accède à la vice-présidence. La plénière est présidée par le chef du gouvernement, Amadou Ouriba. Retour sur cet événement majeur avec Ousmane Bangoura, Almami Kobele Keïta. Au cœur de la 4e conférence internationale sur le financement du développement des Nations Unies, la Guinée s'illustre. Notre pays a été porté à la vice-présidence de cette rencontre d'envergure qui regroupe 164 pays et plusieurs partenaires mondiaux. Une marque de confiance et de considération pour la Guinée sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya. Dans cette salle du Palais des Expositions et des Congrès de Séville, le Premier ministre Amadou Ouriba est installé au perchoir pour conduire les travaux de la plénière. Une responsabilité qui témoigne de la place de plus en plus affirmée de la Guinée dans les débats internationaux. Le gouvernement guinéen, sous le leadership du Premier ministre Amadou Ouriba, adhère officiellement au programme d'action de Séville sur les dépenses fiscales. Ce qui est réconfortant et très intéressant, c'est la Guinée qui a été mise à l'honneur en désignant la Guinée comme vice-présidente de la 4e conférence internationale du financement du développement. Je pense que c'est une reconnaissance des efforts et puis de la crédibilité de notre pays à l'échelle internationale. La forte délégation guinéenne a marqué de manière active sa présence à cette conférence. En participant aux différents panels de haut niveau, c'est notamment le cas lors de cette table ronde axée sur la revitalisation de la coopération internationale pour le développement. Les participants ont, dans leur ensemble, exprimé leur adhésion au document final de Séville. Pour accélérer le financement du développement, les États sont appelés à repenser les mécanismes actuels. Je pense qu'il faut mieux articuler les PPP, partenariats public-privé, en essayant de donner, de mettre en place déjà, il y a une loi sur le contenu local, en essayant de protéger la production locale contre la concurrence extérieure. C'est avec ces efforts, nous pensons que nous pourrons réaliser les objectifs du développement pour le millénaire dont nous rêvons tant. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale a présenté aux investisseurs internationaux les grandes opportunités qu'offre la Guinée, ainsi que son plan de développement pour les 15 prochaines années. La Guinée veut créer son propre fonds souverain avec les revenus que nous allons tirer de Simandou, pas seulement du Simandou, mais des revenus qu'on peut tirer des exploitations minières de bauxite, mais aussi d'autres instruments. Donc, en ayant le fonds souverain, on peut capitaliser sur le marché international pour utiliser le montant mis là-bas, qui sera un montant, sera un fonds de capitalisation, un fonds d'investissement, mais surtout un fonds que nous allons utiliser pour faire des financements innovants dans notre pays. Le partenariat public-privé sera la voie à suivre désormais pour financer des projets croissants dans notre pays. Avec ces efforts engagés et l'espoir d'un avenir meilleur, la Guinée mise résolument sur l'innovation et les nouvelles technologies pour accélérer son développement et améliorer durablement les conditions de vie de ses populations. À la francophonie, la Guinée profite pour faire le point de sa situation sociopolitique. Les assises se déroulent à Paris, capitale française. Maquille de son compte rendu. Après sa réintégration il y a quelques mois, la Guinée prend part
au premier CPF, Conseil permanent de la francophonie. C'est cette instance, présidée par la secrétaire générale de l'institution, qui écoute les pays et fait des recommandations au chef d'État. La prise de parole du ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée est très attendue. La francophonie fait des réponses à certaines questions, comme le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avions parlé de la Constitution. Je suis heureux et fier de porter à votre connaissance que la Constitution, qui n'a pas été copiée, comme je le disais ici, mais qui est sortie d'une vraie consultation de nos populations pendant 3 années. Cette Constitution est ainsi. Elle a été présentée il y a 48 heures, lue entièrement sur les zones de la télévision et de la radio nationale et de la radio Connex. Et elle a été officiellement remise au chef de l'État par le président du Conseil national de la transition. Et la date pour le référendum a été fixée par le chef de l'État, c'est le 21 septembre. Mais l'un des préalables importants, c'était la constitution du fichier électoral parce que nous n'en avions pas et où il y avait le service que nous. C'est pourquoi nous sommes appelés au changement administratif à vocation d'état civil d'Amer. Le processus a été lancé en avril et devait prendre fin le 20 juin. Mais il y a eu un tel engouement à la fois à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, au sein de la diaspora, que le gouvernement a été sensible à cette mobilisation, puis il a nous prorogé la date. Nous avons ajouté 5 jours et cela a permis d'ouvrir à tout le monde. À ce sujet, Dr Maurice Anda Kouyaté a été personnellement interpellé par un des participants sur le recensement dans les ambassades et consulats. Vous avez dit qu'un de nos citoyens s'est plaint chez vous parce qu'il n'a pas été présenté. Le changement est délicat. Vous savez, la situation d'instabilité qu'il y a dans nos sous-régions. Nous ne pouvons pas faire un recensement à ciel ouvert sans condition. Au risque de recenser des terroristes, des malfaiteurs dans notre fichier. Donc, les conditions de recensement ont été fixées. Lorsque les personnes sont à l'extérieur, les Guinéens appartiennent, et ce sont des Guinéens établis à l'étranger. Ces Guinéens établis à l'étranger appartiennent à des circonscriptions diplomatiques. Et pour être présenté comme tel, il faut avoir la carte consulaire de cette circonscription diplomatique. Toute personne qui n'a pas pu avoir cela ne peut pas se faire recenser. Parallèlement à démarche politique, nous avons aussi établi sous le leadership du chef de l'État une démarche sociale et économique. La démarche sociale inclusive qui a permis de créer un dialogue entre les Guinéens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et je crois que chacun de vous qui écoute les nouvelles, nous avons la chance, nous avons l'honneur et le plaisir de constater qu'on ne donne plus les noms de mort en Guinée comme cela a été avant. Les manifestations punitives, les restrictions du bien public se sont arrêtées puisque les populations, à travers le programme économique que le chef de l'État a mis en place, et qui est le cours de notre grande opération 2040 que vous connaissez. Un autre grand oral du chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Anda Kouyaté, a réitéré à la francophonie la volonté ferme des autorités de tenir le pas des élections dès le mois de septembre. Retour au pays sur tout le plan santé et sécurité au travail. La Guinée, depuis
décembre 2024 s'est doté de nouvelles politiques à la matière. La dissémination du document est activée par le département de la fonction publique. Cette vulgarisation commence par les organisations patronales. Même à Kamisoko. Après le lancement officiel en décembre 2024 de la nouvelle politique nationale de santé et sécurité au travail de la République de Guinée, un nouveau défi s'impose au ministère du Travail et de la fonction publique, l'appropriation du document par les acteurs du monde professionnel. Ce mercredi, les travaux de vulgarisation à l'échelle nationale ont débuté à Conakry avec les organisations patronales et les employeurs. La CGI se réjouit de cette initiative qui vise non seulement à renforcer la connaissance des employeurs et de leurs partenaires sur les orientations stratégiques de la politique SST, mais aussi à encourager l'appropriation des principes de prévention dans la gestion quotidienne des entreprises. La politique nationale de sécurité santé au travail a pour objectif principal de garantir l'amélioration continue des conditions de travail et d'accroître la productivité dans l'ensemble des secteurs, que ce soit public et privé du pays. Elle repose sur les bases stratégiques telles que la mise en place d'un système de gouvernance performant, l'amélioration des conditions du milieu de travail, la promotion d'une culture de prévention du risque professionnel. Ce cadre d'échange réunissant les principaux acteurs concernés vise à garantir une amélioration continue des conditions de travail tout en contribuant à l'augmentation de la productivité dans l'ensemble des secteurs de l'économie nationale. La politique n'est rien d'autre qu'une vision stratégique avec des orientations claires portées par le gouvernement. Et donc la vulgarisation va permettre aux organisations d'employeurs de comprendre tous les enjeux de cette politique, de s'approprier de ces orientations, de ces leviers et de ces différents mécanismes de mise en œuvre. Ce qui permettra à ces organisations d'employeurs d'intégrer dans leur pratique quotidienne, dans leur culture organisationnelle, la prise en compte de la prévention des travailleurs contre les risques professionnels. Ces travaux de dissémination axés sur les principes directeurs de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail bénéficient de l'appui d'un expert ivoirien. Par ailleurs, problématique de l'eau, les experts de l'OMVS déposent leur valise à Conakry. 2 jours pour parler de la gestion de cette ressource commune aux pays membres de l'institution. C'était à la faveur de la 149e session ordinaire de la commission permanente des eaux. Nabi Kamara, spécialiste maison. La commission permanente des eaux de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, était en conclave cette semaine ici à Conakry à l'occasion de sa 149e session ordinaire. Avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme changement climatique, la gestion des ressources en eau est devenue de plus en plus judicieuse. Donc les États, les sociétés, l'OMS se concertent de temps en temps et pour évaluer le nouveau eau disponible, la qualité de l'eau, mais aussi la répartition de cette quantité d'eau entre différents usages. Nous avons un barrage au niveau de l'OMS, le barrage de Diamant, le barrage de Mandali et le barrage de Félou et de Gouina. Donc cette session permet bien d'étudier ces programmes de gestion et de mieux planifier et programmer les prochaines activités dans les prochains mois. Un forum qui visait à renforcer la coopération régionale et à examiner les défis communs liés à la gestion des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal. Nous avons eu à aborder le bilan de la gestion du barrage tel qu'il a été défini lors de la 148e session de la CPE. Nous avons entendu le programme de la gestion de ces barrages, à savoir Manakali, Félou et Gouina, ainsi que le barrage des Diamants. Nous avons aussi écouté une présentation faite par la SOGED par rapport au prélèvement d'eau qui ont eu lieu au cours de l'année 2024. Je profite de cette occasion pour interpeller notre gouvernement s'investir dans la construction d'infrastructures hydrauliques, plus précisément au Kotamba et les autres. Sans ces ouvrages hydrauliques, on ne peut pas venir de ce problème. La prochaine session de la commission permanente des eaux est prévue à Bamako, au Mali, au cours de la première quinzaine du mois d'août 2025. Secteur de la pêche et biologie. C'est également pour cette année la mesure à payer fait
à partir de ce 1er juillet et s'étend sur 2 mois. C'est à juste raison l'exploitation durable des ressources halieutiques. Réaction de la ministre des Pêches, on suit ensemble. Conformément aux mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques prévues par le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes 2025, approuvé par l'arrêté A 2024-1854 MPEM SGG du 31 décembre 2024, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime informe l'ensemble des opérateurs publics, mixtes et privés du secteur de la pêche ainsi que la population d'une fermeture saisonnière de la pêche communément appelée repos biologique sera observée du mardi 1er juillet 2025 à minuit 00 au dimanche 31 août 2025 à 23h59. Cette fermeture s'applique à tous les navires de pêche industriels et semi-industriels opérant dans la zone maritime comprise entre la ligne de base et la limite des 60 000 marins de la zone économique exclusive guinéenne. Cette mesure ne concerne pas la pêche artisanale, qu'elle soit traditionnelle ou motorisée, ni les navires industriels de pêche pélagique opérant au-delà de 60 000 marins. Afin d'en atténuer les effets, le gouvernement, à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, a mis en place les dispositions d'accompagnement suivantes. L'exonération des droits et taxes sur l'importation de 15 000 tonnes de produits de la pêche accordée aux sociétés autorisées à cet effet afin de maintenir un approvisionnement régulier du marché local. L'interdiction d'exporter ou de réexporter du poisson pendant la période du repos biologique. L'interdiction faite aux navires industriels autorisés à pêcher au-delà de 60 000 marins durant cette période de débarquer leurs captures dans tous les ports étrangers. C'est officiel sur l'ensemble du territoire national. Démarrage du 4e recensement général de la population et de l'habitat RGPH4 à l'intérieur du pays. Les opérations sont lancées pour 21 jours. Il est question de mieux connaître la dynamique démographique et socio-économique du pays. C'est une compilation signée Ibrahima Oulefofana, Silati Kourman, depuis Farana. À Farana, le RGPH4 a été lancé au gouvernorat. Sur place, 1474 agents recenseurs sont mobilisés. Après les présentations, le recensement a symboliquement commencé au domicile du gouverneur et à la résidence du préfet. Objectif, collecter des données sur la population, les logements et les infrastructures économiques et sociales. Le RGPH4 est une opération d'envergure nationale, placée au cœur des priorités du gouvernement de la transition sous la conduite éclairée du président de la République. Le résumé de ça, c'est juste pour permettre à tout un chacun des participants ici de connaître ici ce que c'est que le RGPH4 et quels sont les objectifs et les résultats attendus. À l'ABI, 1293 agents formés sont déployés. Leur mission, en quelques jours, recueillir des données précises sur les ménages pour mieux comprendre la répartition géographique et les profils socio-démographiques. Si et seulement si les décideurs chassent où se trouve la population et les conditions dans lesquelles ils vivent, ils prendront vraiment des mesures qu'il faut pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. L'objectif du recensement, c'est de connaître la taille de la population qui vit en Guinée, sa structure, sa répartition géographique. À Mamou, la mobilisation est forte. Dans la salle de conférence de la mairie, chefs de quartier, autorités civiles et forces de sécurité répondent à l'appel. Chaque agent doit s'occuper d'une zone de dénombrement pour faire ce recensement. Et ça, c'est dû notamment à la taille, à la densité de la population. Pour projeter le développement d'une nation, il faut connaître d'abord la densité de la population. Connaître également dans quel cadre ces populations sont en train de vivre. Même ambiance à Boké, où le lancement a permis de clarifier la différence entre le RGPH4 et le PNRAVEC. Je remercie les organisateurs du ministère du Plan, mais aussi l'ensemble des différents acteurs des différents départements qui ont contribué à la réussite de cette opération. Ça nous permet également de savoir où il manque des infrastructures, où il manque des médicaments. En Zérékoré, les agents sont déjà sur le terrain. Après le lancement au gouvernorat,
Une délégation s'est rendue dans un ménage pour démarrer la collecte. À Bela aussi, autorités et recenseurs sont mobilisés. Ce recensement fait partie du discours programme de M. le Président de la République qui avait promis dès ses premiers discours la répartition équitable des ressources du sous-sol de la Guinée à des enfants de la Guinée. À Kindia, dans la ville des Agrumes, les autorités locales ont procédé au lancement. Il vise à fournir des données fiables, actualisées et essentielles pour une planification efficace et inclusive du développement socio-économique de notre pays. À Kankan, dans la savane guinéenne, les agents recenseurs sont fin prêts. Au gouvernorat, on salue la volonté de refondation du chef de l'État. Le premier ménage recensé est celui du gouverneur. Les chefs de famille n'ont qu'à sortir, accepter, recevoir les gens dans les ménages pour donner exactement ceux qui vivent sur son toit. Et combien de bâtiments il a. Pour parler d'un développement, il faut faire une planification. Et qui parle de planification, parle de données fiables, des données actualisées et des données qui sont exhaustives. Pour rappel, la Guinée a connu son premier recensement en 1983, suivi de ceux de 1996 et 2014. Cette quatrième édition marque une innovation majeure. L'usage des tablettes pour moderniser la collecte des données. À présent, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Communiqué C 2025 numéro 0011 MATD CAB. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, considérant le rôle prééminent des autorités traditionnelles dans le maintien de la cohésion sociale, conformément aux us et coutumes des communautés locales, considérant l'absence de consensus entre les composantes de la notabilité de Kissidougou à la suite du décès du patriarche Feu Mamadi Mansaré, situation ayant suscité des tensions susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, conformément au pouvoir conféré à l'autorité administrative en matière de préservation de la sécurité publique et de la paix sociale, il est pris acte du retour progressif à un climat de sérénité, de compréhension mutuelle et de cohésion entre les fils et filles de Kissidougou, attesté par la notabilité locale. En conséquence, la mesure conservatoire de suspension de toute activité relative à la désignation et à l'intronisation du nouveau patriarche précédemment ordonnée par le ministère est levée. L'intronisation du nouveau patriarche de Kissidougou, choisi par consensus entre les parties prenantes et validé par la notabilité, est formellement autorisée. Les autorités administratives compétentes, notamment le gouverneur de Farana, le préfet de Kissidougou, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kissidougou, sont instruites de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir la bonne tenue de la cérémonie dans le respect de l'ordre public, des valeurs traditionnelles et des principes de paix et d'unité communautaire. Le ministre réaffirme son attachement au respect des traditions républicaines et appelle toutes les composantes de la population de Kissidougou à la retenue, à la responsabilité et à la concertation dans l'intérêt supérieur de la cohésion sociale et du développement durable de la localité. Conakry, le 2 juillet 2025, signé général 2e section El Hadj Ibrahima Khalil Kondé. À Conakry, la commune de Bessia entre dans la danse. Les autorités communales se mobilisent, elles aussi, pour le succès du RGPH 4. Nabilaï Moussa Kamara. Dans la commune urbaine de Bessia, le 4e recensement général de la population et de l'habitation est officiellement lancé conformément aux recommandations du gouvernement. Plusieurs agents recenseurs sont recrutés. Ils vont sillonner les foyers des différents quartiers de la commune. L'objectif est de recueillir les données fiables et sûres en termes de population et d'habitation. Ce recensement est extrêmement important, d'autant plus qu'il s'inscrit dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Je souhaite que le RGPH 4 se déroule dans les meilleures conditions et que les résultats que nous obtiendrons donnent les meilleures statistiques aussi, afin que
la planification soit également des meilleures pour le bien-être de la population guinéenne. Le recensement général de la population et de l'habitation, c'est un processus qui se fait chaque 10 ans. Et ce recensement a pour objectif de savoir où nous sommes combien et comment est-ce que nous vivons. À ce lancement, des consignes sont données aux agents recenseurs et aux responsables locaux à plus de rigueur et de discipline dans le travail. Cela pourrait faciliter les opérations sur le terrain. Nous lançons un appel à tous les chefs quartiers, tous les chefs secteurs de faciliter la tâche aux agents pour qu'on puisse faire un bon recensement. Il faut qu'ils laissent les agents afin qu'ils rentrent dans les ménages sans complications. Car qui parle de planification parle de statistiques fiables. Donc je demande aussi aux citoyens de se mobiliser et de se mettre à la disposition des agents recenseurs. Les données statistiques, une fois recueillies, elles seront remontées aux différents coordinateurs. Ce RGPH4 va s'étendre sur un délai d'un mois, du 1er juillet au 30 juillet 2025. Dans la capitale, c'est parti pour le RGPH4. Conakry emboîte le pas aux régions administratives. Je vous le disais un peu plus haut, l'opération devient ainsi nationale. Un recensement qui cible directement la population et l'habitat. Finalité, planifier durablement le développement. Moussa Bangoura. Lancé dans tout le pays, à Conakry, le 4e recensement général de la population et de l'habitation se passe dans les conditions souhaitables. Cette opération d'envergure nationale consiste à dénombrer les individus vivants sur le territoire national, quelle que soit la nationalité, le sexe et l'âge. On recense les personnes et leurs habitations pour permettre au gouvernement et aux communautés locales de faire des planifications. Et on ne peut pas parler de planification sans statistique. On ne peut pas parler de statistique sans le recensement général de la population. Cela me pousse à demander à toutes les autorités des 13 communes de Conakry de se mobiliser autour du recensement RGPH4 afin de les accompagner. Pour avoir les informations fiables, les agents recenseurs feront le porte-à-porte dans les quartiers et différentes communes de la capitale. Avec ce recensement, le chef de famille ou son représentant suffit pour donner les renseignements demandés. Je demanderai aux citoyens d'être très accueillants, qu'ils répondent de façon fiable aux questions qui seront posées par les agents recenseurs. L'engagement est palpable. 155 agents recenseurs, 47 chefs d'équipe, 3 contrôleurs et 1 coordinateur communal sont mobilisés, formés et prêts à se déployer sur le terrain. L'appel est donc lancé à tous à se faire recenser, mais également à faciliter le travail aux agents sur le terrain. Le recensement touche la population. Le message que je peux faire passer, c'est d'accepter vraiment de se recenser parce que le recensement RGPH4 est vraiment très très important pour notre cher pays. Donc on est tous engagés à le faire et à très bien le faire afin que le développement tant souhaité puisse se réaliser sur notre territoire. Cet exercice va durer un mois. Le RGPH4 va permettre au gouvernement d'assurer une meilleure répartition des ressources, mais aussi connaître l'effectif de la population et sa répartition géographique. Lancé dans tout le pays. Pendant ce temps, Politique Genre 3, la Guinée valide le document, un instrument de lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Le PNG 3 intègre de nouvelles dimensions. À découvrir avec Mohamed De Camara. Cette politique nationale Genre 3, à l'image des précédentes, constitue un document de référence. Ce cadre privilégié devrait être utilisé par tous les acteurs comme une opportunité pour réfléchir sur les actions efficaces en vue de réduire les inégalités entre femmes et hommes. Après l'élaboration de la PNG 3, l'heure est à sa validation. Cette politique peut aider notre pays à avoir une société inclusive, une société équitable, une société juste où les chances des hommes et les chances des femmes
des filles et des garçons sont prises en compte dans le processus de développement dans notre pays. Durant tout le processus d'élaboration de cette nouvelle politique, le ministère en charge de la promotion féminine est appuyé par les partenaires, notamment le PNUD, Enabel Guinée et Catholic Relief Service. Cet exercice répond à une préoccupation fondamentalement nationale. La promotion d'ici 2030 de l'égalité et de l'équité entre les hommes et les femmes par la réduction significative et durable de toutes les formes de disparité et de discrimination fondées sur le sexe. Je suis très heureuse de présider ce jour l'atelier de validation de la 3e politique nationale genre, qui a un avantage comparatif réel sur les 2 précédentes. Elle est alignée sur le programme de développement national Simandou 2040 avec une approche plus intégrée, très transversale et fortement inclusive. Cette nouvelle politique nationale JAR 3 a 5 ans de cycle de vie. L'exécution de ce document permettra à coup sûr de promouvoir la promotion du JAR dans tout le pays. Enseignement supérieur, on s'intéresse à l'excellence scientifique. La Guinée se montre décisive. L'Institut ouest-africain des mathématiques est en gestation. Les travaux de finalisation sont lancés. Mounir Bari, explication. Les mathématiques jouent un rôle crucial dans le développement technologique et scientifique des pays. Au ministère en charge de l'enseignement supérieur, des journées de réflexion et de finalisation du processus de création d'un institut ouest-africain des mathématiques sont organisées. Ces rencontres sont animées par des experts guinéens et étrangers. Une fois que le projet est validé, les travaux de réflexion seront lancés à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où sera logée cette institution. La formation et le perfectionnement des enseignants de lycée, d'université sur les mathématiques, la formation d'ingénieurs, mais surtout aussi l'encouragement à la recherche sur les mathématiques. Cela permet de préparer nos étudiants aussi par effet induit à nos écoles d'ingénieurs au niveau local, à améliorer la formation à ce niveau, à rehausser le niveau, mais aussi à permettre à beaucoup d'étudiants guinéens. Cet institut de formation sera véritablement un pôle régional d'excellence académique et scientifique pour la Guinée et toute la sous-région. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Guinée, en prenant l'option de la création d'un institut de mathématiques au niveau régional, je pense qu'a pris le devant sur beaucoup de pays. Cet institut, vous allez voir que dans les années à venir, sera un institut qui sera au cœur du système du développement des mathématiques. Nous avons déjà pratiquement un certain nombre de programmes que nous allons continuer à travailler avec ces programmes-là, avec nos partenaires, nos collègues qui sont là en atelier pour finaliser ces programmes-là. Le projet prévoit d'offrir des formations de niveau licence, master, doctorat, ainsi que des modules spécifiques destinés à la mise à niveau des enseignants du secondaire. Pour la réussite de ces projets, le coup de pouce de certains partenaires sont attendus, comme la Banque mondiale et l'AFD par exemple. Passation à la tête de la Chambre des mines de Guinée. Le sortant Ismaël Diakité cède le fauteuil à Karifa Condé, président élu en même temps directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. La feuille de route est claire, consolider la gouvernance participative dans le secteur minier. Marwan Kamara, Fodé Kamara. Après 6 ans à la tête de l'Association des sociétés minières de Guinée, Ismaël Diakité, le président sortant du conseil d'administration de la Chambre des mines, passe le témoin à Karifa Condé, le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. Une occasion pour le président sortant de dresser le bilan et esquisser les priorités. Un sentiment de réconfort et de grand espoir, parce que je sais celui qui me succède est un homme de valeur, un homme d'action et un homme qui est à l'écoute de ses collaborateurs, donc qui a l'esprit d'équipe. Donc je n'ai aucun doute que la dynamique qui marque le progrès de la Chambre des mines va se poursuivre. Pour relever les défis et défendre les intérêts des sociétés membres, Karifa Condé rassure le personnel de la structure et les partenaires. Ceci
pour la poursuite des réformes afin de permettre à l'union patronale du secteur minier de bien jouer sa partition pour l'essor socio-économique du pays. Je suis très conscient du travail à faire parce que M. Ismaël Diakité, qui était jusque-là président de la Chambre pendant 6 ans, a abattu un travail titanesque, autant en matière de gouvernance que de renforcement des capacités de la Chambre, que de renforcement de la responsabilité des sociétés membres. Et donc quand je regarde ça, l'héritage est trop grand et c'est un gros défi que nous devons relever. Pour continuer à tenir le cap, les membres de la nouvelle équipe demandent aux autres sociétés de rejoindre la Chambre des mines de Guinée en vue de mieux harmoniser les efforts pour l'émergence du secteur minier. Toute la CBG aussi qui a eu lieu et nous pensons vraiment faire le nécessaire pour relever le défi avec l'accompagnement de tout le secteur minier et avec l'accompagnement du gouvernement. Nous pensons vraiment être avec le support de tout le monde à la hauteur des responsabilités. En tant qu'équipe rentrante, c'est une satisfaction pour nous. Nous, pour notre part, nous ferons ce qu'il y a à faire pour que notre institution commune puisse être, comme elle l'a toujours été, la fierté des Guinéens. Aguerri par des années d'expérience dans le domaine du management minier, Karifa Condé, le nouveau président du conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée, compte s'aligner derrière les priorités des autorités. Objectif, insuffler une nouvelle dynamique au secteur par une politique managériale inclusive. Au même moment, mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, une mission de contrôle et de suivi était dans les locaux et sites de la société minière de Bokeh. Elle veut s'assurer de 2 choses, la gestion des ressources naturelles et le respect du contenu local. Younoussa Tawel Kamara, correspondance. La mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des projets miniers face aux représentants des départements sectoriels, mais aussi de certaines sociétés minières évoluant dans la préfecture de Bokeh. Il s'agit de faire le compte-rendu de sa visite guidée dans les locaux et sites de certaines entreprises minières opérant dans la préfecture. Au cours de cette restitution, la mission passe en revue les progrès enregistrés par ces sociétés dans la gestion des ressources naturelles, mais également des irrégularités et insuffisances constatées sur le terrain. La mission a été transparente, donc les observations ont été discutées avec les entités sur place et il n'y a pas eu d'objection. Donc il faudrait que l'on sache que les évaluations environnementales ne sont pas une fin en soi. Et donc à la fin de chaque évaluation environnementale qui est validée, et l'entreprise a un engagement environnemental et social. Ce rapport aujourd'hui nous a édifiés selon les faiblesses que les sociétés ont pour les corriger au fur et à mesure. Le comité préfectoral de suivi environnemental et social doit jouer son rôle par rapport aux recommandations qui ont été faites. Après avoir suivi attentivement la présentation de la commission, principalement axée sur le respect du contenu local, les représentants des entreprises minières concernées s'engagent à corriger les irrégularités. La direction générale s'est engagée à mieux faire davantage afin de respecter les conformités environnementales et aussi de respecter les approches avec nos communautés. Au terme de la cérémonie, la commission du projet de gestion des ressources naturelles, mines et environnement, pilotée par l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, a formulé plusieurs recommandations à l'intention des sociétés minières en vue de renforcer la protection de l'environnement dans la préfecture de Bokeh. À Fourikaria, importante rencontre sur les conflits domaniaux, mais pas seulement, les incompréhensions récurrentes entre éleveurs et agriculteurs, la cohésion sociale est non négociable. Aboubakar Ami Kamara, Kerno Younoussaba. Cette rencontre est initiée par le préfet de Fourikaria. Elle vise à échanger avec les autorités locales relevant de la préfecture. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs sujets, parmi lesquels les conflits domaniaux et les litiges récurrents entre éleveurs et agriculteurs. J'ai parlé des conflits qui existent entre les agriculteurs et les éleveurs. Nous sommes indissociables. Si on dit de ne pas élever ici, où nous serons, les Guinéens peuvent exercer ces activités propres de tous les territoires guinéens. J'ai dit des gérances de frontières.
nous sommes à la frontière. Vous, la population, vous devez être policière auprès de nous pour que nous puissions remonter l'information à temps réel. Pour agir, sans l'information, on ne pourra pas agir. L'un des points essentiels de cette rencontre portait sur la nécessité de renforcer la bonne cohabitation entre les populations. Au cours des discussions, la question de l'implication et de la mobilisation des collectivités locales en vue de la réussite du recensement général de la population et de l'habitat en cours. Tous les sujets que nous avons eu à développer, ce sont les sujets très très importants pour les collectivités locales. Monsieur le préfet de Fourkaria n'a pas manqué. Il a attiré notre attention par rapport aux dispositions que nous devons prendre pour le recensement qui doit être en cours dans les prochains jours. En la matière, pour la première fois, il y a une conciliation entre agriculteurs et éleveurs. C'est lorsque cela aura échoué que l'on vient à la justice. Mais tant que c'est possible à votre niveau de trouver une solution, gérez à ce niveau-là. Parce que ce que nous recherchons, c'est qu'il y ait la paix entre agriculteurs et éleveurs. Le préfet a saisi l'occasion pour sensibiliser en vue de l'acceptation mutuelle. Il a par ailleurs sollicité la collaboration de la population avec les services de défense et de sécurité dans la lutte contre la délinquance. Religion pèlerinage 2025, c'est bouclé pour cette année. Le dernier convoi a regagné Conakry. La note en termes d'organisation est jugée satisfaisante. Yaya Silla. Le dernier convoi des pèlerins guinéens est arrivé ce matin à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry-Bessiam. Les pèlerins sont rentrés avec un trophée de bonne organisation de cette année. Nous sommes très heureux de rentrer avec les derniers pèlerins en Arabie Saoudite et nous sommes très émus de rentrer avec ce trophée de l'excellence dans la réussite de l'organisation du pèlerinage. Nous félicitons la Guinée d'avoir eu ce trophée de l'excellence dans la communication qui marque vraiment un point nodal pour l'organisation du pèlerinage en République de Guinée. Le secrétariat général des affaires religieuses réaffirme sa volonté de toujours œuvrer à l'amélioration des conditions de pèlerinage à l'image des autres pays de la sous-région. Ils sont venus avec cet honneur. Cet honneur est doté à la Guinée grâce à la vision éclairée et stratégique, les soutiens logistiques, matériels et financiers, la clairvoyance de son Excellence, c'est le président de la République, chef de l'État, qui a permis à la Guinée d'être parmi les premiers pays qui ont enregistré à Milan. Non seulement l'emplacement est très haut standing, mais très proche aussi au lieu d'appellation. Faire loger l'ensemble des pèlerins guinéens auprès des deux saintes mosquées, leur faire déplacer et faire leur voyage dans les bus de haut standing très confortables. Aussi les faire entourer par les encadreurs qualifiés et conduits par le secrétaire général adjoint. Le secrétariat général des affaires religieuses compte tirer les leçons du pèlerinage de cette année pour toujours améliorer les opérations du Hajj prochain. Secteur des travaux publics, une question taraude les esprits. Comment lier la théorie à la pratique? La réponse est dans la responsabilité sociétale d'une entreprise spécialisée. Plusieurs étudiants en pont et chaussée sont invités sur les sites de GPC pour un partage d'expérience. Aboubakar Junior Camara, images et témoignages. Dans sa responsabilité sociétale, la Guinéenne de prestation et de construction GPC met le transfert de compétences au centre de ses préoccupations. Ici, dans sa base logistique, plusieurs étudiants issus des institutions d'enseignement supérieur spécialisés en génie civil et des ingénieurs en pont et chaussée sont reçus pour un partage d'expérience. On est ouvert pour le stage. Pour les gens qui viennent chez nous, qui font des stages. Et dans le futur, après sa formation, on est ouvert pour les accueillir dans nos équipes. Aujourd'hui, on a des éléments qu'ils ont fait le stage avec nous, qui sont aujourd'hui chefs de chantier, conducteurs de travaux, ils travaillent au bureau d'études, ils travaillent sur notre labo, notre topographie. Des thématiques comme la sécurité au travail, la gestion de l'environnement, la qualité des ouvrages et le sens de leadership ont été largement débattus. L'objectif est d'outiller ces jeunes étudiants pour la réalisation des infrastructures de qualité. Ici, sur ce
site, ils nous ont fait savoir que c'est un site sur lequel ils font leur stockage d'agrégats et autres. Et également sur ce site, ils ont une centrale à béton. Il y a également un lieu de fabrication des caniveaux et autres, tout ça. Et j'ai plus observé qu'ils évoluent beaucoup plus dans les travaux routiers aussi. J'ai eu de l'expérience sur le terrain qui va s'ajouter encore au peu de théorie que j'ai eu en classe. Ça augmente ici ma capacité intellectuelle. Des installations de la centrale à béton bitumineux jusqu'au parc urbain du 8 novembre en passant par quelques chantiers routiers, les étudiants ont tout visité. Une étape importante dans le processus d'apprentissage qui lie la théorie à la pratique. Un peu plus loin, Karako, sous-préfecture de Douako, nous sommes à Kouroussa, bien sûr. La population est en extase, ce n'est pas fortuit. Une maison pour la jeunesse, 657 millions de francs guinéens ont été injectés. Une contribution des fils ressortissants. Marwan Kamara. Le district de Karako, sous-préfecture de Douako, préfecture de Kouroussa, dispose désormais d'une maison des jeunes. L'infrastructure a une capacité d'accueil de plus de 1500 places. Elle est réalisée grâce aux efforts de l'association des ressortissants et amis pour le développement de Karako. Nous faisons ce travail pour aider l'État lui-même, puisque l'État a beaucoup de responsabilités. Mais nous, les ressortissants, si nous nous réunissons, nous devons assister l'État comme l'État doit nous assister. Raison pour laquelle nous avons fait cet investissement pour permettre aux jeunes qui sont ici à Karako de rester là, pour réduire l'immigration clandestine, puisque à travers cette maison des jeunes, tout est dedans. Aujourd'hui, l'infrastructure semble répondre aux attentes de la jeunesse de cette localité. L'inauguration de ces joyaux est un événement porteur de sens qui témoigne de l'engagement d'une communauté envers sa jeunesse. C'est les sentiments de bonheur et de remerciement en faveur des citoyens résidents et ceux de l'extérieur à Karako. L'édifice que nous venons d'inaugurer, vraiment ça émane d'une grande importance. L'association des ressortissants et amis pour le développement de Karako s'est fixée comme objectif d'accompagner les autorités dans le développement local. Dans les années à venir, les membres de cette association comptent réaliser des projets allant dans le développement sanitaire et éducatif de Karako. Culture fini, le festival Dundumba 2025. Après le folklore, place maintenant à la promotion de cette danse traditionnelle. Pour son apprentissage, il est prévu la construction d'un centre culturel, un engagement du gouvernement qui se matérialise à travers le ministère de la Culture. Nabilaï Moussa Kamara. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du festival Dundumba à Kouroussa, un événement riche en couleurs et en émotions. Pour marquer la fin des festivités, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir et promouvoir le patrimoine culturel guinéen. Dans cette dynamique, Kouroussa bénéficiera bientôt de la construction d'un centre culturel entièrement dédié à l'apprentissage et à la valorisation de Dundumba. Le Dundumba, c'est vraiment un patrimoine immatériel assez riche que nous allons continuer à promouvoir et d'ailleurs, il figure sur la liste nationale des biens culturels que nous souhaiterions protéger mais aussi valoriser. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, donne cet exemple avec son engagement, son leadership. Il le démontre avec les moyens qu'il a mis à la disposition du ministère de la Culture pour construire un centre dédié au rythme et danse du Amana, le Dundumba. C'est pour vous dire que pour lui, que ce qui est inépuisable, c'est la richesse de notre culture, c'est notre patrimoine culturel. Depuis 2020, la Fédération des associations pour le développement de Kouroussa organise chaque année ce festival dans le but de faire rayonner le Dundumba au-delà des frontières guinéennes. Grâce au soutien de l'État, elle entend poursuivre cette œuvre de valorisation culturelle tout en incitant les filles et fils de Kouroussa à contribuer activement au développement de leur localité. Cette fois-ci, on peut se réjouir parce que tout ce que les gens sont en train de prendre en compte, la vraie version de Dundumba à Kouroussa. C'est vraiment de l'ambiance, de la fierté, de la joie. Nous sommes très fiers.
Le festival d'Undumba est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse traditionnelle. À travers des prestations enflammées, les groupes de danse en compétition ont exprimé leur attachement à la culture nationale et en particulier à celle du Hamana. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation constante. Fidélité à toutes et à tous. À très vite.